Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Petit Pilier, la dernière émission de cette année 2020. Nous allons revenir sur toute l'actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, nos deux invités bien connus sur ce plateau, Nicolas Paolorti, journaliste à RMC Sport. Bonsoir Nicolas. Salut Nico. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Dorian Malvezin, journaliste également à la radio Girondine ARL. Bonsoir Dorian. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Ce soir, voici le programme de cette émission. Nous allons parler Europe avec la Champions Cup et les débuts réussis à l'extérieur de l'UBB et de La Rochelle. Il sera aussi question de Pro D2 et Biarritz qui fait du surplace. Mont-de-Marsan respire un petit peu mieux. Triste fête enfin dans les stades de fin d'année sans public. Le fameux Boxing Day aura un goût amer pour les clubs et les joueurs. Mais avant de développer ces titres, un mot du tirage de la Coupe du Monde 2023 qui s'est déroulé à la mi-journée ce lundi. Organisée en France, cette compétition, et avec, dans la poule de l'équipe de France, la Nouvelle-Zélande et l'Italie. France-Nouvelle-Zélande, sympa, non ? En match d'ouverture, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Non, mais alors, deux avantages à prendre les Blacks dès le premier match. On sait que de toute manière, on devait prendre un gros. Donc, c'était l'Afrique du Sud, je crois, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre ou le Pays de Galles, je crois, dans le premier chapeau. Et si vous prenez les Blacks en poule, vous pouvez les retrouver qu'en finale, si jamais on va loin dans la compétition. Donc ça, c'est l'avantage. Et puis, quelle fête pour lancer la Coupe du Monde. Franchement, battre la Nouvelle-Zélande à la maison pour un premier match en demi. Ah oui, mais moi, je suis optimiste. On a une génération de foot, tout le monde le dit. C'est un peu France-Brésil en foot, France-Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde ? Oui, c'est un peu France-Brésil. Ça a toujours une saveur particulière. En plus, ce match face à la Nouvelle-Zélande, comme a dit Nicolas, en plus, ça rappelle un petit peu 2011 où on avait perdu en phase de poule et bon, on a perdu en finale contre eux, même si je pense que le 15 de France aurait mérité. Et puis, c'est un très beau match d'ouverture pour lancer cette Coupe du Monde. Et peut-être les Sud-Africains en quart. Ouais. Si la France termine deuxième de sa poule, elle va terminer première. Bien sûr. Donc, il n'y aura pas les Sud-Africains en quart. Contre les Irlandais ou les Écossais, direction la demi-finale. Mais vous êtes pessimiste. Non, pas du tout. Ça sera donc la Coupe du Monde 2023. On rappelle l'équipe de France dans la poule de la Nouvelle-Zélande et de l'Italie et de deux autres équipes qui ne sont pas encore qualifiées. On le saura dans quelques mois. Allez, on revient en France, en tout cas sur le vieux continent, pour parler du premier thème de ce soir, la Coupe d'Europe, la Champions Cup. Et on commence, messieurs, par la victoire de Bordeaux-Bègles à Northampton, 16-12. On va parler ensuite des circonstances de cette victoire, mais d'abord le constat en lui-même, l'UBB solide. Ouais, l'UBB solide. Super résultat déjà, parce qu'on rappelle que c'est une Coupe d'Europe New Look, avec un nouveau format où vous jouez seulement que 4 matchs. Autant dire que cette première rencontre, elle est capitale. Il faut la gagner, ou en tout cas, il ne faut pas prendre un éclat. Et prendre 4 points d'un déplacement en Angleterre à Northampton, c'est très bon. Alors, dans le contenu, les Bordelais se sont fait chahuter. Il y a eu 2 cartons jaunes contre eux. Il y a cet essai un petit peu chanceux. Mais franchement, c'est tout bénef pour Bordeaux qui est resté sur une défaite face au Racing avant. Donc, en plus, ça les remet dedans. Il y a le retour des internationaux qui a fait beaucoup de bien. Non, franchement, c'est super. Un match qui a basculé sur des détails, les fameux détails du haut niveau, et avec cet essai de rapine de Santiago Cordero, mais quel essai de rapine. De renard des surfaces, si je peux me permettre. Non, c'est très bien pour l'UBB. Ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, parce que Northampton, il ne faut pas dire non plus qu'ils ont été incapables. Ils ont loupé dans la zone de marque, comme en première période où Cordero il fait une action où il arrive à dribbler tout le monde et c'est Diaby qui fait l'en avant. C'est un très bon résultat pour l'UBB. Même s'ils ont gagné, on voit qu'ils sont 6e. C'est une compétition. Il faut être dans les 4. Il faut être dans les 4 pour continuer l'aventure. Ouais. Alors, il faut être dans les 4, on va parler juste après, mais d'abord, j'aimerais revenir sur cette indiscipline chronique de l'UBB. 17 pénalités, sauf erreur de ma part, c'est colossal à ce niveau, non ? Ouais, c'est colossal, c'est leur gros point faible, mais même depuis le début de saison. Et on sait que les équipes de Christophe Urios ont tendance à être beaucoup pénalisées. C'était déjà le cas à Castres. Alors après, derrière, ils mettent d'autres ingrédients dans le match qui leur permet souvent de faire un résultat. Mais c'est vrai que c'est une carence assez criante sur ce début de saison. Et surtout en Coupe d'Europe, où on sait que l'arbitrage n'est pas le même. Ils n'ont pas su s'adapter. C'est à cause de ça, peut-être ? Ouais, je pense qu'il y a ça. Il y a le fait de ça. On l'a vu dans beaucoup de matchs de Coupe d'Europe, même si les clubs français ont un super bilan ce week-end-là, qu'il faut quand même, par rapport aux autres championnats, que nous, on se remette un petit peu dans le bain par rapport à un arbitrage différent. Et ça, c'est important. Simplement un problème d'arbitrage ou pas, Dorian ? Non, je pense que c'est un peu de tout, parce que même en top 14, ils sont beaucoup pénalisés. Si on regarde bien, ils se prennent presque un carton jaune par match, l'Union bordelaise, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. En top 14, on va dire, face à certaines équipes, ça passe, mais face au Cador, ça passe moins. Et face à Northampton, c'est passé. Mais ils peuvent le payer cher, ce genre de faute, quoi. Bon, après, le deuxième, il n'y est pas du tout. Le deuxième, non. Maxime Lucu, très sévère. Il fait un déblayage dans un ruck à l'ancienne. Puis le premier carton, c'est une succession de fautes aussi. Donc, c'était pas... Alors, l'UBB, vainqueur de son premier match, qui recevra ce samedi soir Newport, les Gallois, sauf erreur de ma part. Victoire évidemment impérative pour finir dans les 4. On rappelle qu'il y a 2 poules. Oui, c'est ça. Il y a 2 poules de 12 et les 4 premiers vont en quart de finale de la Champions Cup. Les autres basculent en
Challenge Cup. Victoire a priori possible pour l'UBB? Ouais, et surtout victoire décisive. Vous ne pouvez pas perdre un match à la maison si vous voulez espérer être dans les 4. Si on peut aller chercher le bonus, c'est bien. Oui, c'est sûr. Les Dragons, Newport n'est pas non plus un monstre dans cette compétition. Sur le papier, Bordeaux, on l'a dit, a récupéré ses internationaux. Il y a encore Bautista Delgui là, qui arrive en début de semaine, qui a été qualifié sur la liste pour jouer la Champions Cup. Donc il faut absolument le gagner. UBB favorite? Favorite, même si les Dragons est supérieur quand même à Northampton, moi je pense. Des gens espèrent que le match a lieu parce qu'ils ont eu des cas de Covid, Newport, donc ils doivent faire une rotation de 6 changements, etc. Donc on va voir. Ils ont perdu face aux Wasps et l'UBB l'année dernière avait gagné les Wasps. Donc si on regarde statistiquement, c'est vrai que l'UBB peut gagner. Avec le bonus, ça serait super ça. L'UBB bien lancé en tout cas pour cette Coupe d'Europe un peu particulière, version 2020-2021. Autre équipe qui a très bien démarré, c'est le deuxième thème de ce soir, c'est La Rochelle. Solide vainqueur à Édimbourg, 13-8. A priori, face à une opposition d'un niveau un peu supérieur à celle de Bordeaux? Oui, parce qu'Édimbourg, c'est très costaud. On les avait vus en Challenge Cup face à l'UBB en début de saison. C'est une équipe où il y a beaucoup d'internationaux écossais. Ça se jouait quand même à Murrayfield, un lieu emblématique du rugby international. Et La Rochelle a largement dominé. Le score ne reflète pas la physionomie de ce match où ils ont été énormément dans les 22 des Écossais. Ils n'ont pas beaucoup scoré, mais ils sont montrés très, très solides. Pour le coup, très peu sanctionnés par l'arbitrage. Donc La Rochelle surfe sur cette dynamique en top 14 et on voit que même avec des blessés, par exemple Brice Dulin n'était pas là, ils font des super résultats. Il y a 2 joueurs qui sont monstrueux, je voudrais juste en parler, mais Greg Aldrit qui revient, le capitaine, le numéro 8, international français. Bon, lui, on a l'habitude, mais il y a une recrue, Will Skelton, le 2e ligne australien. Franchement, c'est un tank. Il vous marche dessus. Mais qui court. Il court. Un tank qui court. Et je peux vous dire, un tank très lourd. La Rochelle très solide et qui confirme son excellent début de championnat français. Ah oui, ça confirme, ça n'a rien à voir avec la saison dernière, bien sûr, La Rochelle, ça confirme leur parcours qu'ils font en top 14, même s'ils ont eu un petit coup de moins bien face à quelques équipes, notamment face au Stade français, donc il fallait qu'ils se remettent vite dans le bain, donc ils se sont remis dans le bain. En plus, à Murrayfield, tout le monde n'arrive pas à gagner là-bas, donc c'est un très bon résultat pour La Rochelle avant de recevoir Basse ce week-end à la maison. Qu'est-ce que ça peut apporter à La Rochelle et à l'UBB, ces matchs de Coupe d'Europe? On peut penser que le championnat est leur priorité, je vais m'avancer, mais qu'est-ce que ça peut leur apporter à tout le Déjà, ce sont 2 clubs qui sont un petit peu nouveaux à ce niveau de compétition dans les standards européens. Ils n'ont pas une histoire européenne très forte, donc ça permet pour eux de s'affirmer à ce niveau-là. Et puis vous savez, c'est la meilleure compétition, Christophe Ayos il le disait la semaine dernière, la meilleure compétition, les meilleurs arbitres, les meilleurs joueurs. Donc en termes de progression, il n'y a pas mieux pour s'étalonner, pour se jauger que de jouer des matchs comme ça de phase de poule. Ça vous permet aussi de vous préparer pour la suite de la saison en top 14, parce que des gros matchs, il y en aura à jouer, de potentielles phases finales, donc c'est tout bénef. Tout bénef également, vous êtes d'accord, Dorian? Oui, tout bénéf, même si je pense que La Rochelle a une petite expérience en plus que l'Union Bordeaux, parce qu'ils étaient quand même allés en finale du Challenge Cup, même si c'est la petite Coupe d'Europe, donc ça, c'est pas à négliger. Mais oui, ça peut leur apporter beaucoup de choses. On avait eu, nous, Mahamadou Diaby à la fin du match de Northampton, il a dit, à la fin du match, l'UBB a encore grandi encore plus en faisant ce résultat face à Northampton. Et ce n'était pas notre soir à tweeter le club de rugby d'Édimbourg que vous venez de voir à l'écran. Juste un mot du geste des joueurs de La Rochelle. Ça vous a peut-être échappé, mais en ces temps de crise sanitaire et d'absence du public dans les stades, les Rochelais joueurs eux-mêmes appellent leurs supporters, les contactent directement au téléphone pour les féliciter et les remercier de ne pas avoir résilié leur abonnement. C'est aussi ça, le rugby? Bien sûr. C'est ça, c'est un super geste commercial aussi que met en place le club. On connaît l'importance du public à La Rochelle, Marcel Deflandre, les guichets fermés consécutifs en top 14, j'ai plus le chiffre exact, je crois que ça doit être plus de 50 guichets fermés avant l'arrêt de la saison passée. Et en termes de rentrée d'argent en billetterie, c'est important que ces abonnés continuent à être présents pour le club. Donc oui, c'est un super geste, c'est ultra sympathique en plus. Et j'aurais bien aimé recevoir un petit coup de fil, moi, samedi soir. Je ne l'ai pas eu. De qui? Des rugbymen ou de qui Ouais. Pas un anglophone, parce que mon anglais est très mauvais, donc j'aurais eu du mal à échanger. Sympa quand même comme geste, que les joueurs qui appellent directement à leurs fans pour les remercier. Ah oui, c'est très sympa. C'est très anglais dans l'esprit. Hein. C'est très anglais, et puis non, c'est bien parce que c'est un côté chaleureux. On sait que les abonnés sont très proches des joueurs, notamment dans ce genre de club comme La Rochelle, c'est très familial. Mais voilà, chaque club essaye de faire son petit lot. On sait que Bayonne, eux, ils essayent d'offrir des cadeaux, notamment un supporter qui avait pris un ballon dans la figure, qui a reçu un maillot de la part de l'Aviron bayonnais. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui fait le charme du rugby. Et on va enchaîner avec le charme du rugby aussi en Pro D2, parce qu'on a joué le week-end dernier. Alors, Soyo Angoulême s'est imposé, qui prend un peu d'air au classement. On va s'intéresser au derby basco-hollandais, Biarritz, Mont-de-Marsan. Et un peu la surprise, alors générale, oui, 15 partout, match nul à Aguilera, Biarritz accroché. Est-ce que ça confirme
la période difficile du BO qui reste sur 2 nuls et une défaite, et le BO qui est 6e de Pro D2. Oui, ils ont du mal. Depuis l'arrivée de l'hiver, avec des conditions météo compliquées, il pleut beaucoup sur le Pays Basque, sur la région. C'est vrai quand même. C'est une super région, mais il pleut un peu quand même. On peut le dire. On va pas se fâcher avec eux, mais oui, ça arrive qu'il pleuve au Pays Basque. Il Ça pleut arrive. un peu. Non, et c'est compliqué de s'adapter. Et puis on sent qu'ils sont dans une dynamique qui n'est pas top en ce moment. Va falloir rapidement remettre la machine en route parce que cette période, on dit souvent que finalement la place en phase finale, elle se joue là. Si on laisse trop de points en route derrière, en janvier, février, quand commencent à arriver les beaux jours, après en mars, c'est trop tard. Donc il faut vraiment se remettre rapidement dedans. Et même au niveau du contenu, ils sont moins dominants physiquement, on les sent moins présents, les Biarrois. Panne provisoire ou durable pour le BO? J'espère pour eux que c'est provisoire, parce que c'est vrai que ce résultat est très mauvais pour Biarritz, mais il est très bon pour Mont-de-Marsan. On va voir ce que ça va donner à la suite pour la saison de Biarritz Olympique, mais le problème c'est qu'en haut, ça commence à creuser l'écart un petit peu. Biarritz qui vise la montée en top 14, c'est pas bon de perdre ce genre de match face à Mont-de-Marsan, qui lui par contre se sauve un peu, parce que comme vous l'avez dit, Soyons-Angoulême revient bien. Donc voilà, derrière ça commence à se resserrer. Justement, Biarritz qui sera à Grenoble jeudi, Mont-de-Marsan qui recevra Aix, vous l'avez dit, Dorian, Mont-de-Marsan qui se donne un petit peu d'air, toujours avant le dernier, mais avec 3 matchs en retard. Le classement, il ne vaut rien pour Mont-de-Marsan, 3 matchs en retard, Non, mais c'est bien énorme. sûr. Non, mais de toute manière, cette saison, elle est Les Montois, c'est illisible. pas leur place au bateau. Non, mais alors pour le coup, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les joueurs nous font souvent des réponses bateau, on prend match après match et tout ça. Mais là, cette saison, ils prennent. Ouais. On peut faire que ça, prendre match après match. Et même en top 14, vous avez un club comme Montpellier qui a 2 matchs de retard. Voilà, là, 3 matchs, là, c'est énorme. Là, Mont-de-Marsan qu'on a 3. Imaginez, ils font 2 victoires et ça y est, ils sont revenus au milieu de tableau. Donc franchement, il ne faut pas qu'ils s'affolent. Ils ont montré des valeurs de combativité, le fait qu'ils ne lâchent pas dans l'état d'esprit, qu'ils soient toujours là avec leur coach présent. Donc ça, c'est super bien. Moi, franchement, Mont-de-Marsan, je pense qu'ils vont se sauver. Hein. C'est un club avec de grosses valeurs et tout. Et puis dans le caractère, ils sont toujours présents. Mont-de-Marsan qui s'était imposé la journée précédente à domicile, qui fait match mieux à la Biarritz, en marquant à chaque fois d'ailleurs, une coïncidence, 15 points. Mont-de-Marsan aussi, vous y croyez forcément le maintien pour Mont-de-Marsan? Je ne sais pas si j'y crois, mais les résultats essayent de faire croire que Mont-de-Marsan peut espérer rester en Pro D2. Le problème, c'est que, comme on l'a dit derrière, il y a Soyons-Angoulême qu'on croyait qu'ils étaient un peu dans les choux, mais ils reviennent bien finalement grâce à la patte Vincent Etcheto commence à arriver dans ce club-là. Donc ça commence à se resserrer derrière, donc il faudrait être vigilant. Toujours quand même à Perpignan. Ouais. Ils revient, mais ils avaient pris une bonne quand même à Perpignan. Mais c'est vrai qu'ils ont gagné ce week-end et qu'ils reviennent bien et que ça se tasse un peu en bas. Oui, puis il y a des clubs qu'on n'attendait pas, Rouen, Valence-Roman, qui prennent des points cette saison, alors que l'année dernière, ils étaient un peu au fond du tableau. Donc ça va être très serré. Ouais. La lutte pour la descente, ça va être très serré. Chaque match compte, hein? Bien évidemment. Désormais, plus que jamais, Aujourd'hui, encore oui. plus avec ce Covid. C'est Oui, vrai qu'on en parle à plus. Mont-de-Marsan qui n'a pas joué pendant 3 matchs, qui a eu des semaines sans rien. C'est très difficile d'avoir le rythme quand même. Puis l'important, c'est les 4 points. Ouais, merci, futur entraîneur de rugby. Dorian, oui. Forcément, cette année, encore plus que d'habitude, c'est super important de ne pas avoir trop loin quand même. Oui, c'est très important. Puis bon, on reste sur les 4 points, mais s'ils peuvent dégoter un petit bonus aussi, en plus, ça peut être bien pour eux. Et on va terminer cette émission en 4e et dernier thème par ces fêtes de fin d'année qui approchent à très grands pas. Triste fête dans les stades. À Ouzon, effectivement, pas de public, pas de 2000 spectateurs dans les stades français, contrairement à ce qui se passe en Angleterre, pourtant sévèrement touché également, mais peut-être un peu plus par la Covid-19. D'abord, comment on explique qu'en France, on joue sans public encore au moins jusqu'à début janvier? Je ne sais pas. En rugby notamment. Non, mais je ne sais pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. Alors, je suis peut-être un petit peu dur, mais on voit qu'on essaye de relancer tous les secteurs d'activité possibles. Alors, hormis les restaurants, là encore, les bars. Mais voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne peut pas accueillir 5000 supporters dans un stade de Chabandelmas qui en contient 32 000. J'ai du mal à comprendre pourquoi 8000 mecs ne peuvent pas aller dans un stade de 40 000 places avec un sens de circulation, le respect des distanciations sociales. Ce qui est terrible pour le Boxing Day, c'est que ça a été créé pour ça, quand même, le Boxing Day. 2 journées de top 14 pendant les fêtes. C'est ça, c'était venez consommer du rugby pendant les fêtes, venez au stade en famille avec vos enfants, on va passer un bon moment, il y a des petits cadeaux qui sont distribués pendant ces journées-là. Là, franchement, alors nous déjà en plus, les journalistes ont travaillé pendant cette période et c'est vrai que c'est pas facile non plus de travailler quand vous avez de la famille chez vous, vous profitez pas vraiment des fêtes. Et là, on va aller commenter des matchs dans des stades vides, mais c'est d'une tristesse, franchement, C'est dur, évidemment, économiquement pour les joueurs, pour les présidents et pour les dirigeants de club. D'abord, s'il vous plaît, on les a entendus monter au créneau depuis une semaine. Économiquement, c'est, comme disait Nicolas, c'est une période où les stades sont pleins, il y a du monde dans les stades, c'est très très dur pour les clubs de top 14, entre autres. Oui, je comprends totalement les présidents. Déjà, il avait dit que, notamment je pense à Laurent Marty, qui avait dit que si on fait du huis clos à long terme, ça ne va pas s'en sortir. Voilà, on n'espère pas que certains clubs feront du dépôt de bilan à la fin de saison. Là, c'est des mots forts, mais on ne l'espère pas, mais ça peut vite arriver. Le Boxing Day, c'était fait pour ça, pour, comme a dit Nicolas, réunir le public, les supporters, mais pas que du même club, de
tous les clubs, c'est-à-dire des adversaires. C'était les fêtes de fin d'année, Noël, c'est pour ça qu'on a créé cette compétition. Il y avait aussi une autre journée qui était la journée des supporters qui malheureusement n'aura pas lieu non plus. Donc c'est un peu tout, c'est aussi pour la LNR qui va perdre de l'argent sur ça, les clubs, les supporters qui ne pourront pas profiter, les joueurs aussi qui ne pourront pas avoir leur public. Donc ce sera une journée triste, on va dire. Mais au-delà de l'argent, vous savez, c'était un peu, voilà, cette dernière journée, on basculait sur l'année suivante aussi. Et là, c'est aussi le fait de basculer en 2021. Bon, l'année 2020 n'a pas été top, mais là, on va basculer sur une journée qui va être d'une tristesse. Moi, franchement, j'ai pris un coup sur le casque, là. Alors, on avait parlé des journalistes qui travaillent pour les présidents de clubs, pour les dirigeants et pour les clubs. C'est très dur, pour les supporters, évidemment aussi, et pour les joueurs. Est-ce qu'ils le vivent bien? Alors, évidemment, non. Ou est-ce qu'ils sont plutôt habitués depuis le début de la saison à jouer devant personne et finalement, ils s'habituent? Ils sont habitués. Après, je pense que pour les joueurs aussi, c'est une période très particulière parce que déjà, eux ne peuvent pas faire les 2 réveillons comme d'habitude. On sait que maintenant, il faut faire attention en termes de nutrition, de récupération. Donc, eux, déjà, c'est une période très particulière pour eux. Et puis là, en plus, là où d'habitude, on vous disait, bon, là, tu vas te priver pour Noël, mais par contre, il y a une belle journée qui arrive avec un stade plein, c'est une vraie fête, des matchs à enjeu. Là, tu vas arriver au stade et il n'y aura personne pour venir te soutenir, même pas ta famille. Donc, c'est très dur pour les joueurs aussi. C'est très dur. Les premiers acteurs sur le terrain. Alors, même s'ils sont. On va pas les plaindre non plus. Non, ils sont professionnels, mais c'est pas Non, évident non. non plus pour eux. Mais au-delà des supporters, comme a dit Nicolas, c'est la famille. C'est vrai que là, depuis quand même quelques mois, les familles des joueurs ne peuvent plus venir au stade, les supporter. C'était aussi l'occasion de d'autres membres de la famille qui n'habitent peut-être pas sur Bordeaux ou ailleurs, qui pouvaient venir voir le joueur jouer. Et c'est ça qui est triste quand même, notamment pour les joueurs. Alors jusqu'au 7 janvier, minimum, a annoncé le Premier ministre, qui aime le rugby forcément aussi, qui vient des Pyrénées. Oui. Jusqu'à début janvier, ça vaut pour tous les sports, de salle et d'extérieur en France. Minimum, est-ce que l'info n'est pas là justement? Jusqu'au 7 janvier, minimum. Si, bien sûr. Bien sûr, on ne sait pas comment ça va évoluer. Là, en plus, on est déjà en train de nous dire faites attention, les chiffres sont en train de remonter, potentielle 3e vague. Bon, voilà, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Par contre, là où je reviens sur ce qu'a dit Dorian, c'est que c'est vrai que 7 janvier est OK, 20 janvier peut-être. Il ne faut pas que ça aille beaucoup plus loin parce que sinon des clubs vont mourir. Des clubs ne vont pas pouvoir repartir. On rappelle ce chiffre qu'on dit à chaque fois dans cette émission et qu'on donne, mais ça représente en termes de budget, la billetterie et les revenus partenaires, 65 à 70% d'un budget d'un club de top 14. Et là, on leur dit, pendant 6-7 mois, vous allez jouer avec personne dans les tribunes. C'est terrible. Il y a des aides de l'État. Il devrait y avoir des aides pour compenser. Voilà, on ne sait pas. Il devrait y avoir des aides de l'État pour compenser quand même. Et puis, c'est pas que les petits clubs qui sont impactés. Les grands clubs aussi, comme le Stade Toulousain, va être impacté. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux téléspectateurs. C'est que le club de Agen, de Pau, tous ces clubs-là, c'est tout le monde. Tous les clubs sont impactés, quoi. Alors bien sûr, après, on n'est pas là pour dire que c'est terrible pour le monde du sport. On sait qu'il y a d'autres secteurs qui sont touchés, que des gens perdent leur travail. Mais il faut savoir que déjà, le rugby, c'est pas que 15 joueurs et que des joueurs, des dirigeants qui gagnent très bien leur vie. Il y a aussi plein de gens, de salariés qui travaillent pour ces clubs-là. Et c'est un monde du sport qui est impacté aussi, qui embauche énormément de gens. Donc c'est pour ça que nous, on prône pour un retour des supporters au stade. Voilà, c'est pour tout ce qu'il y a aussi autour de ces matchs de rugby. Il y a le rugby professionnel, à l'arrêt non, parce qu'il joue, mais il n'y a personne. Et il y a le rugby amateur complètement, lui, à l'arrêt. On espère, Dorian, que ce rugby amateur va pouvoir reprendre. Alors là aussi, c'est un peu le flou artistique, mi-janvier, 20 janvier, fin janvier en termes de match. Là, je vous avoue que pour trouver des places dans le calendrier, il faudrait être fort. Parce que je ne sais pas combien de journées, je crois qu'il y a plus de 5-6 journées qui ont été annulées, reportées. Devraient les annuler, a priori, ces matchs-là. J'espère, parce que sinon, fin août, début septembre, on continue toujours cette saison. Et ce n'est pas que dans le rugby, c'est dans tous les sports. Mais j'espère que oui, pour les amateurs, ils vont pouvoir reprendre, jouer le dimanche après-midi, profiter de leur passion, quoi. Ouais. Voilà un petit mot pour finir avec vous. Voilà, mais moi, si vous me parlez de ça, secondes, moi, ça va vous énerver, je suis déjà en burn-out là, depuis 10 minutes avec vos thèmes. non, mais c'est terrible. Bien sûr, on l'a dit, mais il va falloir faire une refonte totale des calendriers amateurs, pas de phase finale. Je ne sais pas comment on peut faire, on joue qu'une seule équipe de la poule, mais du coup, il va y avoir des injustices au niveau du sport, de l'équité sportive. Bon, je pense que en fait, les joueurs, ils s'en foutent de qui ils vont jouer, comment ils vont jouer. Je pense qu'ils veulent juste retrouver leurs copains, s'entraîner, partager des bons moments pendant les matchs. Et déjà, on terminera cette saison correctement. Eh bien, la conclusion est avec vous. Merci beaucoup, Nicolas Paolorsi d'RMC Sport, d'être venu sur ce plateau. Merci, Dorian Malvezin également, d'être avec nous ce soir. Et on vous souhaite quand même, à toutes et à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2021. Ciao.